Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Le deuxième chapitre de ce cours porte sur les réactions d'ordre simple. Nous allons voir ici les différentes méthodes de détermination de l'ordre d'une réaction chimique, mais avant nous reviendrons sur les notions mathématiques qui seront utiles pour ce cours. Le deuxième chapitre de ce cours porte sur les réactions d'ordre simple. Voici le plan du cours. La section 1 porte sur les outils mathématiques nécessaires en cinétique. Il s'agit de notions que vous avez déjà rencontrées au lycée. Il s'agit essentiellement des intégrales. Voici le plan du cours. La section 1 porte sur les outils mathématiques nécessaires en cinétique. Il s'agit de notions que vous avez déjà rencontrées au lycée. Il s'agit essentiellement des intégrales. Voici le plan du cours. La section 1 porte sur les outils mathématiques nécessaires en cinétique. Il s'agit de notions que vous avez déjà rencontrées au lycée. Il s'agit essentiellement des intégrales. Pour commencer, voyons pourquoi nous allons avoir besoin des mathématiques, et en particulier des intégrales. Nous avons vu au premier chapitre de ce cours la définition de la vitesse de réaction. On parlera toujours ici de la vitesse volumique de réaction. On considère comme précédemment une réaction générale alpha A plus bêta B qui donne gamma C plus delta D. La vitesse est donc définie par V est égal à moins 1 sur alpha dérivé de la concentration de A sur dt égale moins 1 sur bêta d2B sur dt égale plus 1 sur gamma d2C sur dt est égal à plus 1 sur delta d2D sur dt. Pour commencer, voyons pourquoi nous allons avoir besoin des mathématiques, et en particulier des intégrales. Nous avons vu au premier chapitre de ce cours la définition de la vitesse de réaction. On parlera toujours ici de la vitesse volumique de réaction. On considère comme précédemment une réaction générale alpha A plus bêta B qui donne gamma C plus delta D. La vitesse est donc définie par V est égal à moins 1 sur alpha dérivé de la concentration de A sur dt égale moins 1 sur bêta d2B sur dt égale plus 1 sur gamma d2C sur dt est égal à plus 1 sur delta. Revenons sur la définition d'une équation différentielle. Une équation différentielle est une équation entre une fonction inconnue et sa ou ses dérivées. La fonction inconnue sera le plus souvent une concentration, mais ce peut être aussi une pression partielle, comme je l'ai signalé précédemment. La valeur de cette fonction va évoluer au cours de la réaction, donc au cours du temps. Revenons sur la définition d'une équation différentielle. Une équation différentielle est une équation entre une fonction inconnue et sa ou ses dérivées. La fonction inconnue sera le plus souvent une concentration, mais ce peut être aussi une pression partielle, comme je l'ai signalé précédemment. La valeur de cette fonction va évoluer au cours de la réaction, donc au cours du temps. Revenons sur la définition d'une équation différentielle. Une équation différentielle est une équation entre une fonction inconnue et sa ou ses dérivées. La fonction inconnue sera le plus souvent une concentration, mais ce peut être aussi une pression partielle, comme je l'ai signalé précédemment. La valeur de cette fonction va évoluer au cours de la réaction, donc au cours du temps. Revenons sur la définition d'une équation différentielle. Une équation différentielle est une équation entre une fonction inconnue et sa ou ses dérivées. La fonction inconnue sera le plus souvent une concentration, mais ce peut être aussi une pression partielle. Pour résoudre l'équation différentielle précédente, nous allons avoir besoin d'intégrer, et par conséquent de savoir trouver les primitives de certaines fonctions. Nous allons donc tout d'abord revenir sur les notions de primitives et d'intégrales. Pour résoudre l'équation différentielle précédente, nous allons avoir besoin d'intégrer, et par conséquent de savoir trouver les primitives de certaines fonctions. Nous allons donc tout d'abord revenir sur les notions de primitives et d'intégrales. Pour résoudre l'équation différentielle précédente, nous allons avoir besoin d'intégrer, et par conséquent de savoir trouver les primitives de certaines fonctions. Nous allons donc tout d'abord revenir sur les notions de primitives et d'intégrales. Pour résoudre l'équation différentielle précédente, nous allons avoir besoin d'intégrer, et par conséquent de savoir trouver les primitives de certaines fonctions. Nous allons donc tout d'abord revenir sur les notions de primitives et d'intégrales. Pour résoudre l'équation différentielle précédente, nous allons avoir besoin d'intégrer, et par conséquent de savoir trouver les primitives de certaines fonctions. Nous allons donc tout d'abord revenir sur les notions de primitives et d'intégrales. Pour résoudre l'équation
Maintenant que nous avons tous les outils, passons à la résolution de l'équation différentielle. Pour résoudre l'équation différentielle obtenue précédemment, la méthode est simple. On sépare les variables, ce qui est lié à la fonction f de t à gauche et le temps à droite, ce qui donne d de f de t divisé par f de t à la puissance sigma est égal à lambda dt. Puis on intègre entre l'instant 0 et l'instant t. On obtient l'intégrale de 0 à t de d de f de t divisé par f de t à la puissance sigma est égale à l'intégrale de 0 à t de lambda dt. La résolution du membre de gauche de cette égalité va être liée à la valeur de sigma. Nous verrons cela juste après. Commençons par déterminer l'intégrale de droite. Dans l'intégrale de 0 à t de lambda dt, lambda est une constante. Elle peut donc être sortie de l'intégrale, ce qui donne lambda fois l'intégrale de 0 à t de dt. Cette intégrale est très simple à calculer. L'intégrale peut aussi s'écrire ainsi, intégrale de 0 à t de 1 fois dt. Il faut donc trouver la primitive de la fonction 1. C'est le cas le plus simple. Il faut trouver la fonction dont la dérivée vaut 1. Il s'agit de la fonction t elle-même. On peut donc écrire que c'est égal à lambda fois t pris entre 0 et t, avec t écrit entre crochets, ce qui vaut lambda fois t moins 0, soit lambda t. Maintenant que nous avons tous les outils, intéressons-nous maintenant à la partie gauche de l'égalité. La détermination de cette intégrale va dépendre de sigma, car les fonctions à intégrer seront différentes. Sigma est relié à l'ordre global de la réaction. Dans les cas que vous rencontrerez, il pourra être égal à 0, 1 ou 2. Nous allons voir comment calculer l'intégrale dans ces trois cas. Pour sigma égale à 0, l'intégrale devient intégrale de 0 à t de d de f dt sur f de t à la puissance 0. f de t à la puissance 0 est égal à 1. Cela revient donc à intégrer 1 comme de la diapositive précédente, à la différence près qu'ici la variable est f de t et non t. On obtient donc comme primitive f de t pris entre 0 et t, ce qui est égal à f de t moins f de 0. La solution de l'équation différentielle dans le cas de sigma égale à 0 est donc f de t moins f de 0 est égal à lambda t. Intéressons-nous maintenant à la partie. Pour sigma est égal à 1, l'intégrale devient intégrale de 0 à t de d de f de t sur f de t à la puissance 1. f de t à la puissance 1 est égal à f de t. Cela revient donc à trouver la primitive de 1 sur f de t, c'est-à-dire la fonction dont la dérivée vaut 1 sur f de t. Cette fonction est le logarithme népérien. On obtient donc comme primitive ln de f de t pris entre 0 et t, ce qui est égal à ln de f de t moins ln de f0. La solution de l'équation différentielle dans le cas de sigma est égale à 1 et donc ln de f de t moins ln de f0 est égal à lambda t. Pour sigma est égal à 2 maintenant, l'intégrale devient intégrale de 0 à t de d de f de t sur f de t à la puissance 2. Cela revient donc à trouver la primitive de 1 sur f de t au carré, c'est-à-dire la fonction dont la dérivée vaut 1 sur f de t au carré. Cette fonction est l'inverse de f de t au signe près, comme nous allons le voir. On obtient donc comme primitive moins 1 sur f de t, pris entre 0 et t. Pour sigma est égal à 1, l'intégrale devient intégrale de 0 à t de d de f de t sur f de t à la puissance 1. f de t à la puissance 1 est égal à f de t. Cela revient donc à trouver la primitive de 1 sur f de t, c'est-à-dire la fonction dont la dérivée vaut 1 sur f de t. Cette fonction est le logarithme népérien. On obtient donc comme primitive ln de f de t pris entre 0 et t, ce qui est égal à ln de f de t moins ln de f0. Nous allons maintenant étudier les expressions des lois de vitesse pour différentes réactions d'ordre simple. Ordre 0 par rapport à tous les réactifs, ordre 1 par rapport à un réactif, ordre 2 par rapport à un réactif, ordre 1 par rapport à deux réactifs. Nous allons maintenant étudier les expressions des lois de vitesse pour différentes réactions d'ordre simple. Ordre 0 par rapport à tous les réactifs, ordre 1 par rapport à un réactif, ordre 2 par rapport à un réactif, ordre 1 par rapport à deux réactifs. Nous allons maintenant étudier les expressions des lois de vitesse pour différentes réactions d'ordre simple. Ordre 0 par rapport à tous les réactifs,
ordre 1 par rapport à 1 réactif, ordre 2 par rapport à 1 réactif, ordre 1 par rapport à 2 réactifs. Nous allons maintenant étudier les expressions des lois de vitesse pour différentes réactions d'ordre simple. Ordre 0 par rapport à tous les réactifs, ordre 1 par rapport à 1 réactif, ordre 2 par rapport à 1 réactif, ordre 1 par rapport à 2 réactifs. Nous allons maintenant étudier les expressions des lois de vitesse pour différentes réactions d'ordre simple. Ordre 0 par rapport à tous les réactifs, ordre 1 par rapport à 1 réactif, ordre 2 par rapport à 1 réactif, ordre 1 par rapport à 2 réactifs. Nous allons maintenant étudier les expressions des lois de vitesse pour différentes réactions d'ordre simple. Ordre 0 par rapport à tous les réactifs, ordre 1 par rapport à 1 réactif, ordre 2 par rapport à 1 réactif, ordre 1 par rapport à 2 réactifs. Nous allons maintenant étudier. Dans cette section et dans celles qui vont suivre, nous allons traiter les cas de réaction avec des ordres simples. Nous verrons dans chaque cas quelle est l'expression de la concentration en réactif en fonction du temps, comment trouver la constante de vitesse et l'expression du temps de demi-réaction. Le premier cas concerne les réactions d'ordre 0 par rapport à tous les réactifs. Le principe général est le suivant. Les définitions de la vitesse et de l'ordre conduisent à une équation différentielle. En intégrant cette équation différentielle, on obtient une expression de la concentration en fonction du temps. Cette expression dépendra de l'ordre de la réaction et des coefficients stoichiométriques. Dans cette section et dans celles qui vont suivre, nous allons traiter les cas de réaction avec des ordres simples. Nous verrons dans chaque cas quelle est l'expression de la concentration en réactif en fonction du temps, comment trouver la constante de vitesse et l'expression du temps de demi-réaction. Le premier cas concerne les réactions d'ordre 0 par rapport à tous les réactifs. Le principe général est le suivant. Les définitions de la vitesse et de l'ordre conduisent à une équation différentielle. En intégrant cette équation différentielle, on obtient une expression de la concentration en fonction du temps. Cette expression dépendra de l'ordre de la réaction et des coefficients stoichiométriques. Dans cette section et dans celles qui vont suivre, nous allons traiter les cas de réaction avec des ordres simples. Nous verrons dans chaque cas quelle est l'expression de la concentration en réactif en fonction du temps, comment trouver la constante de vitesse et l'expression du temps de demi-réaction. Le premier cas concerne les réactions d'ordre 0 par rapport à tous les réactifs. Le principe général est le suivant. Les définitions de la vitesse et de l'ordre conduisent à une équation différentielle. En intégrant cette équation différentielle, on obtient une expression de la concentration en fonction du temps. Cette expression dépendra de l'ordre de la réaction et des coefficients stoichiométriques. Dans cette section et dans celles qui vont suivre, nous allons traiter les cas de réaction avec des ordres simples. Nous verrons dans chaque cas quelle est l'expression de la concentration en réactif en fonction du temps, comment trouver la constante de vitesse et l'expression du temps de demi-réaction. Le premier cas concerne les réactions d'ordre 0 par rapport à tous les réactifs. Le principe général est le suivant. Les définitions de la vitesse et de l'ordre conduisent à une équation différentielle. En intégrant cette équation différentielle, on obtient une expression de la concentration en fonction du temps. Cette expression dépendra de l'ordre de la réaction et des coefficients stoichiométriques. Dans cette section et dans celles qui vont suivre, nous allons traiter les cas de réaction avec des ordres simples. Nous verrons dans chaque cas quelle est l'expression de la concentration en réactif en fonction du temps, comment trouver la constante de vitesse et l'expression du temps de demi-réaction. Le premier cas concerne les réactions d'ordre 0 par rapport à tous les réactifs. Le principe général est le suivant. Les définitions de la vitesse et de l'ordre conduisent à une équation différentielle. On obtient de même pour le réactif B. Concentration en B est égale à B0 moins bêta KT. Pour une réaction d'équation alpha A plus bêta B qui donne gamma C plus delta D, d'ordre 0 par rapport à tous les réactifs, les concentrations des réactifs sont des fonctions affines décroissantes du temps. La concentration de A à l'instant T vaut A0 moins alpha KT. Si on trace la concentration de A en fonction du temps, on obtient cette droite. La concentration de A décroît linéairement avec le temps. La pente de la droite vaut moins alpha K. C'est un moyen de calculer la constante de vitesse de la réaction. On obtient de même pour le réactif B. Cherchons maintenant à exprimer le temps de demi-réaction T1,5, toujours dans le cas d'une réaction d'ordre 0 par rapport à tous les réactifs. Si le réactif A est le réactif limitant, on a par définition de T1,5, concentration de A à T1,5 vaut A0 sur 2. Ce qui donne, si on remplace dans l'expression de la concentration de A déterminée juste avant, A0 sur 2 égale A0 moins alpha KT1,5. Voici graphiquement ce que représente T1,5. À partir de l'équation précédente, on peut facilement tirer l'expression de T1,5 en fonction de A0. T1,5 égale A0 sur 2 alpha K.
Pour une réaction d'ordre 0, le temps de demi-réaction est donc proportionnel à la concentration initiale du réactif limitant. Cherchons maintenant à exprimer le temps de demi-réaction. Passons maintenant à une réaction du premier ordre par rapport à A. Considérons cette réaction, alpha A plus bêta B, qui donne gamma C plus delta D. D'ordre 1 par rapport au constituant A et d'ordre 0 par rapport aux autres constituants. Les définitions de la vitesse volumique V et de l'ordre de réaction conduisent à l'équation différentielle suivante. Moins 1 sur alpha, d de A sur dt est égal à Ka à la puissance 1. Séparons les variables, concentration de A d'un côté et T de l'autre. d de A sur A est égal à moins alpha K dt. D'après cette équation, on peut déduire la dimension de K. d de A sur A est sans unité, il en est donc de même pour moins alpha K dt. Pour une réaction d'ordre 1 par rapport à un réactif, K est donc homogène à l'inverse d'un temps. K sera donc exprimé en seconde moins 1, minute moins 1, etc. Intégrons maintenant l'équation précédente entre 0 et t. Passons maintenant à une réaction du premier ordre par rapport à A. Considérons cette réaction, alpha A plus bêta B, qui donne gamma C plus delta D. D'ordre 1 par rapport au constituant A et d'ordre 0 par rapport aux autres constituants. Les définitions de la vitesse volumique V et de l'ordre de réaction conduisent à l'équation différentielle suivante. Moins 1 sur alpha, d de A sur dt est égal à Ka à la puissance 1. Séparons les variables, concentration de A d'un côté et T de l'autre. d de A sur A est égal à moins alpha K dt. D'après cette équation, on peut déduire la dimension de K. d de A sur A est sans unité, il en est donc de même pour moins alpha K dt. Pour une réaction d'ordre 1 par rapport à un réactif, K est donc homogène à l'inverse d'un temps. K sera donc exprimé en seconde moins 1, minute moins 1, etc. Intégrons maintenant l'équation précédente entre 0 et t. Passons maintenant à une réaction du premier ordre par rapport pour la réaction d'équation alpha A plus bêta B qui donne gamma C plus delta D du premier ordre par rapport à A et d'ordre 0 par rapport à B. On peut écrire donc deux formes de la loi de vitesse intégrée. ln de A sur A0 est égal à moins alpha kt et A de t est égal à A0 multiplié par exponentielle moins alpha kt. Voici la représentation graphique de la variation de la concentration de A en fonction du temps. La concentration du réactif décroît exponentiellement avec le temps à une vitesse déterminée par K. La position du temps de demi-réaction y est représentée. On peut remarquer que ce type de réaction se finit très vite, car pour chaque intervalle de temps écoulé correspondant à T1,5, on consomme la moitié de la quantité restante. Pour la réaction d'équation alpha A plus bêta, nous venons de voir que la loi cinétique intégrée peut s'écrire sous la forme ln de A est égal à ln de A0 moins alpha kt. Cette loi intégrée montre que ln de A varie linéairement avec le temps. La représentation de ln de A en fonction du temps est donc une droite de pente moins alpha k, comme on peut le voir sur cette figure. Cette représentation est encore un moyen de pouvoir accéder à la constante de vitesse k. Nous venons de voir que la loi cinétique. Cherchons maintenant à exprimer le temps de demi-réaction T1,5, toujours dans le cas d'une réaction d'ordre 1 par rapport au réactif A. Si le réactif A est le réactif limitant, on a par définition de T1,5 que la concentration de A à T1,5 vaut A0 sur 2. En utilisant la représentation linéarisée appliquée au temps T1,5, on a ln de A à T1,5 est égal à ln de A0 moins alpha k T1,5. En combinant les équations 1 et 2, on obtient ln de A0 sur 2 est égal à ln de A0 moins alpha k T1,5. D'où alpha k T1,5 est égal à ln de A0 moins ln de A0 sur 2. C'est aussi égal à ln de A0 sur A0 sur 2, ce qui fait ln de 2. À partir de l'équation précédente, on peut facilement tirer l'expression de T1,5. T1,5 est égal à ln de 2 sur alpha k. Pour une réaction d'ordre 1, le temps de demi-réaction est donc indépendant de la concentration initiale du réactif limitant. Dans le cas particulier où le coefficient stoichiométrique alpha vaut 1, cette relation devient T1,5 est égal à ln de 2 sur k. Cherchons maintenant à exprimer le temps de demi-réaction T. Voyons maintenant une réaction du deuxième ordre par rapport à A. Nous considérons cette réaction toujours alpha A plus bêta B qui donne gamma C plus delta D. D'ordre 2 par rapport au constituant A et d'ordre 0 par rapport aux autres constituants.
Les définitions de la vitesse volumique V et de l'ordre de réaction conduisent à l'équation différentielle suivante. Moins 1 sur alpha fois d de A sur dt est égal à K fois la concentration de A au carré. Séparons les variables, concentration de A d'un côté et T de l'autre. d de A sur A carré est égal à moins alpha K dt. D'après cette équation, on peut déduire la dimension de K. d de A sur A carré est homogène à l'inverse d'une concentration. Il en est donc de même pour moins alpha K dt. Par conséquent, pour une réaction d'ordre 2 par rapport à un réactif, K est homogène à l'inverse du produit d'un temps et d'une concentration. K s'exprimera donc en litres, mol-1, seconde-1. Intégrons maintenant l'équation précédente entre 0 et T. Voyons maintenant une réaction du deuxième ordre par rapport à A. Nous considérons cette réaction toujours alpha A plus bêta B qui donne gamma C plus delta D. D'ordre 2 par rapport au constituant A et d'ordre 0 par rapport aux autres constituants. Les définitions de la vitesse volumique V et de l'ordre de réaction conduisent à l'équation différentielle suivante. Moins 1 sur alpha fois d de A sur dt est égal à K fois la concentration de A au carré. Séparons les variables, concentration de A d'un côté et T de l'autre. d de A sur A carré est égal à moins alpha K dt. D'après cette équation, on peut déduire la dimension de K. d de A sur A carré est homogène à l'inverse d'une concentration. Il en est donc de même pour moins alpha K dt. Par conséquent, pour une réaction d'ordre 2 par rapport à un réactif, K est homogène à l'inverse du produit d'un temps et d'une concentration. Pour la réaction d'équation alpha A plus bêta B qui donne gamma C plus delta D du deuxième ordre par rapport à A et d'ordre 0 par rapport à B, la loi de vitesse intégrée s'écrit 1 sur la concentration du réactif A moins 1 sur sa concentration initiale égale alpha kt. À partir de cette loi de vitesse intégrée, on peut aussi exprimer la concentration de A en fonction du temps de la façon suivante. A de t est égal à A0 sur 1 plus alpha kt A0. À partir de cette équation, on obtient cette représentation graphique de la variation de la concentration de A en fonction du temps. La position du temps de demi-réaction y est représentée. Si l'on compare l'allure de cette courbe pour une réaction d'ordre 2 à celle pour une réaction d'ordre 1, vue précédemment, pour les mêmes concentrations initiales et les mêmes constantes de vitesse, on se rend compte que le réactif A disparaît beaucoup plus rapidement dans le cas d'une réaction d'ordre 1. Pour la réaction d'équation alpha A+, nous venons de voir que la loi de vitesse intégrée peut s'écrire sous la forme 1 sur A est égal à 1 sur A0 plus alpha kt. Cette loi intégrée montre que 1 sur A varie linéairement avec le temps. La représentation de 1 sur A en fonction du temps est donc une droite, de pente positive cette fois, plus alpha k, comme on peut le voir sur cette figure. Cette représentation est un nouveau moyen de pouvoir accéder à la constante de vitesse k dans le cas d'une réaction d'ordre 2. Nous venons de voir que la loi de vitesse intégrée. Cherchons maintenant à exprimer le temps de demi-réaction, toujours dans le cas d'une réaction d'ordre 2 par rapport au réactif A. À t égale t1,5, on a la concentration de A qui vaut A0 sur 2. Donc si on remplace dans la loi cinétique intégrée, 1 sur A0 sur 2 moins 1 sur A0 est égal à alpha k t1,5, ce qui vaut 1 sur A0. À partir de l'équation précédente, on peut facilement tirer l'expression de t1,5 en fonction de A0. t1,5 est égal à 1 sur alpha k A0. Pour une réaction d'ordre 2, le temps de demi-réaction est donc inversement proportionnel à la concentration initiale du réactif limitant. Cherchons maintenant à exprimer le temps de demi-réaction. Nous allons voir maintenant une réaction du premier ordre par rapport à A et B. Pour mettre en équation la vitesse de la réaction, nous allons avoir besoin de la notion d'avancement volumique de la réaction. Nous allons voir maintenant une réaction du premier ordre par rapport à A et B. Pour mettre en équation la vitesse de la réaction, nous allons avoir besoin de la notion d'avancement volumique de la réaction. Nous allons voir maintenant une réaction du premier ordre par rapport à A et B. Pour mettre en équation la vitesse de la réaction, nous allons avoir besoin de la notion d'avancement volumique de la réaction. Nous allons voir maintenant une réaction du premier ordre par rapport à A et B. Pour mettre en équation la vitesse de la réaction, nous allons avoir besoin de la notion d'avancement volumique de la réaction. Nous allons voir maintenant une réaction du premier ordre par rapport à A et B. Pour mettre en équation la vitesse de la réaction, nous allons avoir besoin de la notion d'avancement volumique de la réaction. Nous allons voir maintenant une réaction du premier ordre par rapport à A et B. Pour mettre en équation la vitesse de la réaction, nous allons avoir besoin de la notion d'avancement volumique de la réaction.
Nous allons voir maintenant une réaction du premier ordre par rapport à A et B. Pour mettre en équation la vitesse de la réaction, nous allons avoir besoin de la notion d'avancement volumique de la réaction. Nous allons voir maintenant une réaction du premier ordre par rapport à A et B. Pour mettre en équation la vitesse de la réaction, nous allons avoir besoin de la notion d'avancement volumique de la réaction. Nous allons voir maintenant une réaction du premier ordre par rapport à A et B. Pour mettre en équation la vitesse de la réaction, nous allons avoir besoin de la notion d'avancement volumique de la réaction. Nous allons voir maintenant une réaction du premier ordre par rapport à A et B. Pour mettre en équation la vitesse de la réaction, nous allons avoir besoin de la notion d'avancement volumique de la réaction. Nous allons voir maintenant une réaction du premier ordre par rapport à A et B. Nous allons maintenant mettre en équation la vitesse de la réaction pour une réaction du premier ordre par rapport à A et B. Nous considérons cette réaction, alpha A plus bêta B, qui donne gamma C plus delta D. D'ordre 1 par rapport au constituant A et d'ordre 1 par rapport au constituant B. La vitesse volumique petit v de cette équation s'écrit V égale moins 1 sur alpha fois la dérivée de la concentration en A sur dt égale moins 1 sur bêta fois la dérivée de la concentration de B sur dt, etc. D'après la définition des ordres, on a aussi V égale à K fois la concentration de A puissance 1 fois la concentration de B puissance 1. Nous allons maintenant mettre en équation la vitesse de la réaction pour une réaction du premier ordre par rapport à A et B. Nous considérons cette réaction, alpha A plus bêta B, qui donne gamma C plus delta D. D'ordre 1 par rapport au constituant A et d'ordre 1 par rapport au constituant B. La vitesse volumique petit v de cette équation s'écrit V égale moins 1 sur alpha fois la dérivée de la concentration en A sur dt égale moins 1 sur bêta fois la dérivée de la concentration de B sur dt, etc. D'après la définition des ordres, on a aussi V égale à K fois la concentration de A puissance 1 fois la concentration de B puissance 1. Nous allons maintenant mettre en équation la vitesse de la... Dans le cadre des réactions du premier ordre par rapport à A et B, nous allons nous limiter au cas du mélange initial stoichiométrique. Pour la réaction que nous étudions, ceci se traduit par le fait que la concentration initiale de A, A0, divisée par le coefficient stoichiométrique alpha, est égale à la concentration initiale de B, B0, divisée par bêta. On a le droit ici de soustraire l'avancement volumique xi v aux deux membres de l'égalité, ce qui donne A0 sur alpha moins xi v est égal à B0 sur bêta moins xi v. Dans le cadre des réactions du premier ordre par rapport à A et B, nous allons nous limiter au cas du mélange initial stoichiométrique. Pour la réaction que nous étudions, ceci se traduit par le fait que la concentration initiale de A, A0, divisée par le coefficient stoichiométrique alpha, est égale à la concentration initiale de B, B0, divisée par bêta. On a le droit ici de soustraire l'avancement volumique xi v aux deux membres de l'égalité, ce qui donne A0 sur alpha moins xi v est égal à B0 sur bêta moins xi v. Dans le cadre de la loi de vitesse, V égale KAB devient donc, en remplaçant la concentration de B par bêta sur alpha fois A, V est égal à K fois bêta sur alpha fois A carré. D'où, en reprenant la définition de la vitesse, V est égal à moins 1 sur alpha fois D de A sur dt et est égal à K fois bêta sur alpha fois A au carré. On retombe donc sur une équation d'ordre 2. Soit en séparant les variables, moins d de a sur a carré est égal à k bêta dt. La loi de vitesse V égale KAB devient donc, en remplaçant la concentration de B par bêta sur alpha fois A, V est égal à k fois bêta sur alpha fois A carré. D'où, en reprenant la définition de la vitesse, V est égal à moins 1 sur alpha fois d de a sur dt et est égal à k fois bêta sur alpha fois A au carré. Dans le cas du mélange stoichiométrique, avec alpha égale 1 et bêta égale 1, les concentrations initiales sont égales à 0 égale B0 et les concentrations sont aussi égales à tout instant. La concentration de A en fonction du temps est égale à la concentration de B en fonction du temps. La loi de vitesse V égale KAB devient donc, en remplaçant la concentration de B par la concentration de A, V égale K fois A carré. D'où, en reprenant la définition de la vitesse, avec alpha égale 1 et bêta égale 1, V est égal à moins d de a sur dt est égal à k fois a carré.
Ici, tout se passe comme si la réaction était d'ordre 2 par rapport à un seul réactif. En suivant le même raisonnement pour B, on obtient que la vitesse est également égale à moins d2b sur dt est égale à k fois b carré. Soit en séparant les variables, moins d2a sur a carré est égal à k dt. Et pour B, moins d2b sur b carré est aussi égal à k dt. Dans le cas du mélange stoichiométrique, avec alpha égale 1 et bêta égale 1, les concentrations initiales sont égales à 0 égale B0 et les concentrations sont aussi égales à tout instant. La concentration de A en fonction du temps est égale à la concentration de B en fonction du temps. La loi de vitesse V égale K à B devient donc, cherchons maintenant à exprimer le temps de demi-réaction T1,5, toujours dans le cas d'une réaction d'ordre 1 par rapport à A et B. À T égale T1,5, la concentration de A vaut A0 sur 2. Ce qui est aussi égal à la concentration de B, qui vaut elle aussi B0 sur 2. Donc si on remplace dans la loi de cinétique intégrée, 1 sur A0 sur 2 moins 1 sur A0 est égal à 4 fois T1,5, ce qui est égal à 1 sur A0 et aussi égal à 1 sur B0. À partir de l'équation précédente, on peut facilement tirer l'expression de T1,5 en fonction de A0 ou de B0. T1,5 est égal à 1 sur K A0 et aussi égal à 1 sur K B0. Pour une réaction d'ordre 1 par rapport aux réactifs A et B, le temps de demi-réaction est donc inversement proportionnel à la concentration initiale des deux réactifs, qui sont tous les deux les réactifs limitants. Remarque bien que dans ce cas, avec le mélange stoichiométrique et le coefficient stoichiométrique alpha et bêta égaux à 1, on retrouve les mêmes expressions de la concentration de A en fonction du temps et du temps de demi-réaction que pour une réaction d'ordre 2 par rapport à A avec alpha égale 1. Cherchons maintenant à exprimer le temps de demi-réaction T1,5. Voici un résumé des sections précédentes. Dans ce tableau sont reportés pour chaque ordre 0, 1 et 2, expression de la concentration de A en fonction du temps, la représentation linéarisée, le temps de demi-réaction et l'unité de la constante de vitesse K. Pour la réaction alpha A plus bêta B qui donne gamma C plus delta D, avec un ordre 0 par rapport à B, on a pour l'ordre 0 par rapport à A est égal à A0 moins alpha kt, A de t est égal à A0 moins alpha kt, T1,5 est égal à A0 sur 2 alpha k, et K est en mol par litre par seconde. Pour l'ordre 1, on a A est égal à A0 exponentielle moins alpha kt, ln de A est égal à ln de A0 moins alpha kt, T1,5 est égal à ln de 2 sur alpha k, et K est en seconde moins 1. Pour l'ordre 2, A est égal à A0 sur 1 plus alpha kt A0. 1 sur A est égal à 1 sur A0 plus alpha kt. T1,5 est égal à 1 sur alpha kt A0. Et K est en litres mol moins 1 seconde moins 1. Voici un résumé des sections précédentes. Dans cette section, nous allons voir les méthodes disponibles pour déterminer les ordres partiels par rapport aux différents réactifs. Ce sont ces différentes méthodes que vous utiliserez dans les exercices. C'est l'énoncé de l'exercice, ainsi que les données fournies qui vous permettront de choisir la méthode adaptée. Pour la suite, nous admettrons que l'ordre courant, c'est-à-dire l'ordre au cours de la réaction, est égal à l'ordre initial. La vitesse de réaction peut dépendre des concentrations de plusieurs réactifs, comme nous l'avons vu précédemment. Si c'est le cas, la détermination des ordres partiels nécessitera plusieurs séries d'expériences. Dans cette section, nous allons voir les méthodes disponibles pour déterminer les ordres partiels par rapport aux différents réactifs. Ce sont ces différentes méthodes que vous utiliserez dans les exercices. C'est l'énoncé de l'exercice, ainsi que les données fournies qui vous permettront de choisir la méthode adaptée. Pour la suite, nous admettrons que l'ordre courant, c'est-à-dire l'ordre au cours de la réaction, est égal à l'ordre initial. Voyons tout d'abord le cas où l'on se place dans les conditions de mélange stoichiométrique. Soit une réaction d'équation alpha A plus bêta B qui donne gamma C plus delta D, d'ordre P par rapport à A et d'ordre Q par rapport à B. On se place dans le cas d'un mélange initial stoichiométrique. Les concentrations initiales A0 et B0 sont donc telles que A0 sur alpha est égal à B0 sur bêta. À tout instant, les concentrations sont alors telles que concentration de A sur alpha est égale à concentration de B sur bêta. On peut donc exprimer la concentration de B en fonction de la concentration de A et de alpha et bêta. Si on reporte dans l'expression générale de la vitesse volumique,
V est égal à K fois concentration de A à la puissance P fois concentration de B à la puissance Q, on obtient K fois bêta sur alpha à la puissance Q fois concentration de A à la puissance P plus Q. La vitesse s'exprime aussi de la manière suivante par définition. V est égal à moins 1 sur alpha d de A sur dt est égal à moins 1 sur bêta d de B sur dt. Ce qui sera donc aussi égal à K fois bêta sur alpha à la puissance Q fois concentration de A à la puissance P plus Q. Soit moins 1 sur alpha d de A sur dt est égal à K fois bêta sur alpha à la puissance Q fois concentration de A à la puissance P plus Q. On reconnaît dans cette expression une loi de vitesse avec une constante, K fois bêta sur alpha à la puissance Q, multipliée par une concentration, la concentration de A, avec un exposant, P plus Q, qui correspond à un ordre. Tout se passe comme si on étudiait une réaction d'ordre P plus Q par rapport à A, et de constante de vitesse, K fois bêta sur alpha à la puissance Q. On appelle cette constante la constante de vitesse apparente, notée Kap. En utilisant une des méthodes de détermination de l'ordre d'une réaction, que nous verrons par la suite, il sera donc possible, en réalisant un mélange stoichiométrique, de déterminer l'ordre global P plus Q d'une réaction. Voyons tout d'abord le cas où l'on se place dans les... Voyons maintenant l'autre cas extrême de la composition d'un mélange, le cas où un réactif est en net défaut par rapport à l'autre. Nous verrons que l'on appelle ce cas la dégénérescence d'ordre. Considérons toujours cette réaction alpha A plus bêta B qui donne gamma C plus delta D, d'ordre P par rapport à A et d'ordre Q par rapport à B. Voyons maintenant l'autre cas extrême de la composition d'un mélange, le cas où un réactif est en net défaut par rapport à l'autre. Nous verrons que l'on appelle ce cas la dégénérescence d'ordre. Considérons toujours cette réaction alpha A plus bêta B qui donne gamma C plus delta D, d'ordre P par rapport à A et d'ordre Q par rapport à B. Voyons maintenant l'autre cas extrême de la composition d'un mélange, le cas où un réactif est en net défaut par rapport à l'autre. Nous verrons que l'on appelle ce cas la dégénérescence d'ordre. Considérons toujours cette réaction alpha A plus bêta B qui donne gamma C plus delta D, d'ordre P par rapport à A et d'ordre Q par rapport à B. Voyons maintenant l'autre cas extrême de la composition d'un mélange, le cas où un réactif est en net défaut par rapport à l'autre. Nous verrons que l'on appelle ce cas la dégénérescence d'ordre. Considérons toujours cette réaction alpha A plus bêta B qui donne gamma C plus delta D, d'ordre P par rapport à A et d'ordre Q par rapport à B. Voyons maintenant l'autre cas extrême de la composition d'un mélange, le cas où un réactif est en net défaut par rapport à l'autre. Nous verrons que l'on appelle ce cas la dégénérescence d'ordre. Considérons toujours cette réaction alpha A plus bêta B qui donne gamma C plus delta D, d'ordre P par rapport à A et d'ordre Q par rapport à B. Voyons maintenant l'autre cas extrême de la composition d'un mélange, le cas où un réactif est en net défaut par rapport à l'autre. Nous verrons que l'on appelle ce cas la dégénérescence d'ordre. Considérons toujours cette réaction alpha A plus bêta B qui donne gamma C plus delta D, d'ordre P par rapport à A et d'ordre Q par rapport à B. Voyons maintenant l'autre cas extrême de la composition d'un mélange, le cas où un réactif est en net défaut par rapport à l'autre. Nous verrons que l'on appelle ce cas la dégénérescence d'ordre. Considérons toujours cette réaction alpha A plus bêta B qui donne gamma C plus delta D, d'ordre P par rapport à A et d'ordre Q par rapport à B. Voyons maintenant l'autre cas extrême de la composition d'un mélange, le cas où un réactif est en net défaut par rapport à l'autre. Nous verrons que l'on appelle ce cas la dégénérescence d'ordre. Considérons toujours cette réaction alpha A plus bêta B qui donne gamma C plus delta D, d'ordre P par rapport à A et d'ordre Q par rapport à B. Voyons maintenant l'autre cas extrême de la composition d'un mélange, le cas où un réactif est en net défaut par rapport à l'autre. Nous verrons que l'on appelle ce cas la dégénérescence d'ordre. Considérons toujours cette réaction alpha A plus bêta B qui donne gamma C plus delta D, d'ordre P par rapport à A et d'ordre Q par rapport à B. Voyons maintenant l'autre cas extrême de la composition d'un mélange, le cas où un réactif est en net défaut par rapport à l'autre. Nous verrons que l'on appelle ce cas la dégénérescence d'ordre. Considérons toujours cette réaction alpha A plus bêta B qui donne gamma C plus delta D, d'ordre P par rapport à A et d'ordre Q par rapport à B. Voyons maintenant l'autre cas extrême de la composition d'un mélange, le cas où un réactif est en net défaut par rapport à l'autre. Nous verrons que l'on appelle ce cas la dégénérescence d'ordre. Considérons toujours cette règle. Pour la suite des méthodes proposées pour déterminer les ordres partiels, on se place maintenant dans le cas où la vitesse de la réaction ne dépend que d'une seule concentration. Nous venons de voir qu'il suffisait pour cela de se placer en large excès de réactif, sauf celui pour lequel on souhaite déterminer son ordre partiel.
La manière dont le temps de demi-réaction T1,5 dépend de la concentration initiale du réactif limitant est caractéristique de l'ordre de la réaction et permet la détermination de cet ordre. Dans ce tableau sont reportées les expressions de T1,5 pour les ordres 0, 1 et 2. Pour un ordre 0, le temps de demi-réaction est proportionnel à la concentration initiale. Pour un ordre 1, le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration initiale. Et pour un ordre 2, le temps de demi-réaction est inversement proportionnel à la concentration initiale. Donc en étudiant l'évolution de T1,5 en fonction de la concentration initiale à 0, on peut en déduire l'ordre de la réaction. Pour la suite des méthodes proposées pour déterminer les ordres, pour illustrer cette méthode des temps de demi-réaction, nous allons nous intéresser à cette réaction. 2Fe3+, plus Sn2+, donne 2Fe2+, plus Sn4+. Il s'agit de l'oxydation des ions éteint 2, Sn2+, par les ions Fer3, Fe3+. L'énoncé est le suivant. Pour une solution contenant initialement du Fe3+, à 1 mol par litre et du Sn2+, à 10-2 mol par litre, le temps de demi-réaction est de 4 secondes. Ce temps reste le même si la concentration initiale de Sn2+, est multipliée par 2. Question 1. Que peut-on en conclure? Pour une solution contenant initialement du Sn2+, en large excès, on constate que le temps de demi-réaction double si on divise la concentration initiale de Fe3+, par 2. Que peut-on en conclure et donner l'ordre global de la réaction? Pour commencer, on exprime la vitesse de la réaction. V égale K fois la concentration de Fe3+ à la puissance P fois la concentration de Sn2+ à la puissance Q. On cherche ici à déterminer les ordres partiels de la réaction, c'est-à-dire P et Q. Question 1. D'après les concentrations initiales, on constate que Fe3+ est en large excès, car la concentration de Fe3+ initiale est très supérieure à la concentration de Sn2+ initiale. La concentration en Fe3+, peut donc être considérée comme constante. Pour illustrer cette méthode des temps de demi-réaction, nous allons nous intéresser à cette réaction. 2Fe3+, plus Sn2+, donne 2Fe2+, plus Sn4+. Il s'agit de l'oxydation des ions éteint 2, Sn2+, par les ions Fer3, Fe3+. L'énoncé est le suivant. Pour une solution contenant initialement du Fe3+, à 1 mol par litre, et du Sn2+, à 10-2 mol par litre, le temps de demi-réaction est de 4 secondes. Ce temps reste le même si la concentration initiale de Sn2+, est multipliée par 2. Question 1. Que peut-on en conclure? Pour une solution contenant initialement du Sn2+, en large excès, on constate que le temps de demi-réaction double si on divise la concentration initiale de Fe3+, par 2. Que peut-on en conclure et donner l'ordre global de la réaction? Pour commencer, on exprime la vitesse de la réaction. V égale K fois la concentration de Fe3+ à la puissance P fois la concentration de Sn2+ à la puissance Q. On cherche ici à déterminer les ordres partiels de la réaction, c'est-à-dire P et Q. Question 1. D'après les concentrations initiales, on constate que Fe3+ est en large excès, car la concentration de Fe3+ initiale est très supérieure à la concentration de Sn2+ initiale. La concentration en Fe3+, peut donc être considérée comme constante. Pour illustrer cette méthode des temps de demi-réaction, nous allons nous intéresser à cette réaction. 2Fe3+, plus Sn2+, donne 2Fe2+, plus Sn. La méthode différentielle est utilisée lorsque l'étude expérimentale de la réaction a fourni la concentration A en fonction du temps. On trace la courbe expérimentale A en fonction de T et on détermine la vitesse de disparition de A à différents instants. Je vous rappelle que graphiquement, la vitesse de disparition correspond à la pente de la tangente à la courbe. Sur ce graphique, les vitesses de disparition à différents instants sont obtenues en traçant les tangentes en plusieurs points, représentés en rouge, et en déterminant la pente de chaque tangente. Si la réaction admet un ordre, on doit avoir V égale K fois la concentration de A à la puissance P. Soit en prenant le logarithme népérien de cette expression, ln de V est égal à ln de K plus P ln de la concentration de A à l'instant T. Si la réaction admet un ordre P, la courbe représentant ln de V en fonction de ln de A est une droite de pente P. Cette méthode permet donc à la fois de vérifier si la réaction admet un ordre et de déterminer celui-ci, que celui-ci soit simple ou non. L'ordonnée à l'origine valant ln de K, cette méthode permet aussi de déterminer K. La méthode différentielle est utilisée. Voyons maintenant la méthode intégrale. Dans cette méthode, on fait une hypothèse sur la valeur de l'ordre de la réaction P.
On étudie les 3 cas possibles, 0, 1 et 2. Pour chaque cas, on intègre l'équation différentielle comme nous l'avons vu lors de l'étude des réactions d'ordre simple. Cette réaction différentielle sera de la forme moins 1 sur alpha, d2a sur dt est égal à k fois la concentration de A à la puissance P. Puis on cherche parmi les représentations linéarisées obtenues, qui sont représentées dans le tableau suivant, celle qui est bien linéaire. Pour cela, on trace la courbe correspondante grâce aux valeurs expérimentales. L'ordre de la réaction sera 0 si la fonction a de t égale à 0 moins alpha kt est une droite. L'ordre sera 1 si la fonction ln de a est égale à ln de a0 moins alpha kt est une droite. Enfin, il sera 2 si la fonction 1 sur a est égale à 1 sur a0 plus alpha kt est une droite. Voyons maintenant la méthode intégrale. Voici une illustration de cette méthode. On étudie la réaction d'addition de diode I2 sur un alcène pour donner un diodoalcane. Au temps t égale 0, sont mis en présence 50 ml d'une solution à 0,60 mol par litre d'alcène dans un solvant d'étude et 50 ml de solution à 0,04 mol par litre de diode I2 dans ce même solvant. La réaction se fait sous agitation, à la température constante de 25 degrés. On peut doser par microprélèvement le diode restant à l'instant t. Les résultats de dosage sont donnés dans le tableau. On va utiliser la méthode intégrale, c'est-à-dire à l'aide de la représentation graphique appropriée, déterminer l'ordre partiel supposé entier par rapport à I2. La vitesse de réaction s'exprime V égale K fois la concentration de l'alcène à la puissance P fois I2 à la puissance Q. On peut calculer les quantités de matière initiale, Kt égale 0. Le nombre de moles d'alcène initial est égal à 0,05 fois 0,6, soit 0,03 mol. Le nombre de moles de I2 initial est égal à 0,05 fois 0,04, soit 0,002 mol. Le nombre de moles d'alcène initial est donc très supérieur au nombre de moles initial de I2. Il y a donc dégénérescence de l'ordre. On peut donc écrire que V est égal K fois la concentration initiale de l'alcène à la puissance P fois concentration de I2 à la puissance Q. Ceci est aussi égal à K apparent fois I2 à la puissance Q. Voici une illustration de cette méthode. Nous allons maintenant chercher l'ordre partiel par rapport à I2, c'est-à-dire Q, en cherchant la représentation linéarisée de la concentration de I2 qui donne une droite. Pour l'ordre 0, il faut tracer la concentration de I2 en fonction du temps. On obtient cette courbe qui n'est pas linéaire. L'ordre partiel Q n'est donc pas nul. Pour l'ordre 1, il faut tracer le logarithme népérien de la concentration de I2 en fonction du temps. Cette fois, on obtient des points relativement bien alignés. ln de I2 en fonction du temps est donc linéaire, donc l'ordre vaut 1. Nous avons trouvé l'ordre, mais traçons tout de même l'inverse de la concentration de I2 en fonction du temps pour voir l'allure de la courbe. Nous allons maintenant chercher l'ordre partiel par rapport à I2, c'est-à-dire Q, en cherchant la représentation linéarisée de la concentration de I2 qui donne une droite. Pour l'ordre 0, il faut tracer la concentration de I2 en fonction du temps. On obtient cette courbe qui n'est pas linéaire. L'ordre partiel Q n'est donc pas nul. Pour l'ordre 1, il faut tracer le logarithme népérien de la concentration de I2. La méthode des vitesses initiales consiste à suivre les étapes suivantes. On réalise une série d'expériences à une même température. On étudie l'évolution de la concentration A à partir d'une concentration initiale à 0 connue. On en déduit la valeur de la vitesse initiale V0 en déterminant la pente de la tangente à l'origine à la courbe A égale f de t. Sur ce graphique, la tangente à l'origine est représentée en rouge. La pente de cette tangente correspond donc à la vitesse initiale. À partir de diverses valeurs de A0, on obtient diverses valeurs de V0. Or, par hypothèse, V0 est égal à K fois la concentration de A0 à la puissance P. En traçant ln de V0 en fonction de ln de A0, on obtient une droite de pente P et d'ordonnée à l'origine ln de K. Cela revient à appliquer la méthode différentielle vue précédemment. Notons que cette méthode permet de déterminer l'ordre initial de la réaction et non pas son ordre courant. Il faut ensuite vérifier si ces deux notions coïncident. Ce sera le cas dans les problèmes que nous étudierons dans ce cours.
La méthode des vitesses initiales. Nous allons appliquer cette méthode à la pyrolyse du composé A. On étudie cette réaction à 504 degrés Celsius. Elle fournit de nombreux produits. Nous n'écrirons donc pas l'équation bilan pour ne pas compliquer le problème. Écrivons simplement A donne produit. On notera PA la pression partielle en A. À partir des mesures de pression de A, exprimées en pascal, on a pu tracer cette courbe de PA en fonction du temps. Nous voulons tout d'abord déterminer graphiquement la valeur de la vitesse V0P initiale dans les conditions de l'expérience. Pour déterminer graphiquement la valeur de la vitesse initiale V0P, à partir de la courbe PA égale F de t, on mesure la pente de la tangente à l'origine, qui est représentée en rouge. Cette pente correspond à la dérivée de la pression partielle de A par rapport au temps, à t égale 0. d de PA sur dt à t égale 0. Or, la vitesse initiale de disparition de A vaut V0P est égale à moins d de PA sur dt à t égale 0, puisqu'il s'agit d'un réactif. On obtient ainsi une valeur de V0P est égale à 685 pascal par minute. Remarquez ici que la vitesse a été définie par rapport à la pression partielle de A, car c'est plus commode dans cet exercice. C'est pourquoi on l'a noté V0P, pour ne pas la confondre avec la vitesse exprimée à partir de la dérivée de la concentration. La vitesse est donc ici exprimée en pascal par minute. En utilisant la loi des gaz parfaits, PV égale nRT, on pourra obtenir cette vitesse dans les unités usuelles, soit en mol par litre par seconde, ou en mol par litre par minute. On voit ici que la pente de la droite est négative. La dérivée est donc négative, mais comme on prend l'opposé de la dérivée, on a bien une vitesse initiale positive. Nous allons appliquer cette méthode à la pyrolyse du composé A. Voici la suite de l'énoncé de l'exercice. On a déterminé à 504 degrés Celsius la vitesse initiale V0P de la réaction pour diverses valeurs de la pression initiale PA0 du composé A. Ces valeurs sont représentées dans ce tableau. On veut déterminer l'ordre de la réaction par rapport au composé A et la constante de vitesse Kp. Nous avons vu dans la première question que nous avons choisi d'utiliser la vitesse définie par rapport à la pression pour plus de commodité. On a donc la vitesse initiale qui s'écrit V0P est égal à Kp fois PA0 à la puissance P, qui est égale aussi à moins la dérivée de PA0 sur dt. Nous disposons de différentes valeurs de la vitesse initiale pour différentes pressions partielles initiales. Nous appliquons donc la méthode des vitesses initiales qui consiste à tracer le logarithme népérien de la vitesse initiale en fonction du logarithme népérien de la pression partielle initiale, soit ln de V0P en fonction de ln de PA0. On aura donc une équation de la forme ln de V0P est égal à ln de Kp plus P ln de PA0, où Kp est la constante de vitesse et P l'ordre. Attention, il faut bien faire attention aux unités. Il est plus simple de travailler en pascal plutôt qu'en kilopascal. Sinon, on obtient une constante de vitesse également exprimée en kilopascal, ce qui complique le calcul. On voit bien sur ce graphique que l'on obtient des points alignés. L'équation de la droite de régression est ln de V0P est égale à 2,001 ln de PA0 moins 14,28. L'ordre P est donc égal à 2. La pente de la droite. L'ordonnée à l'origine vaut moins 14,28 et est égal à ln de Kp. Donc Kb est égal à 6,28 10 puissance moins 7 pascal moins 1 minute moins 1. Notez bien que l'unité de Kp fait apparaître des minutes et non des secondes, car les vitesses initiales sont en pascal par minute. Voici la suite de l'énoncé de l'exercice. Voyons ce qu'il faut retenir de ce deuxième chapitre de la cinétique chimique. La première section reprend les bases mathématiques nécessaires pour la suite du cours et qu'il faut avoir assimilées. Ce ne sont que des rappels. La section 2 est très importante. Elle passe en revue les cas des réactions d'ordre les plus simples, ceux que vous rencontrerez cette année. Cette section est résumée dans le tableau 2.6. Vous devez également être capable de refaire les démonstrations qui permettent d'obtenir les différentes expressions présentes dans ce tableau. La section 3 vous sera également très importante pour la résolution des exercices, puisqu'elle passe en revue les différentes méthodes de détermination d'ordre et de la constante de vitesse. Ainsi se termine le chapitre 2 de cinétique. Merci de votre attention. Voyons ce qu'il faut retenir.